Vous m'entendez? Oui. On va commencer alors. Bonsoir à tous. Merci Alexandre pour ton talk. C'était super intéressant. Là, on va partir sur quelque chose d'un peu moins avant-gardiste. On va reprendre des choses qui existent depuis longtemps dans Spring. Et en fait, l'idée de ce talk, c'est de faire le lien avec les design patterns. En fait, l'idée de ce talk qui est venue de mon expérience personnelle depuis que j'ai commencé à travailler. À chaque fois, je me disais, les design patterns, il faut que j'apprenne ce que c'est, il faut que je comprenne ce que c'est, il faut que j'apprenne à les utiliser. Et à chaque fois, je trouvais beaucoup de théories, j'avais du mal à trouver la mise en pratique, à voir comment ça marchait, quels problèmes ça pouvait résoudre et autres. Et en fait, à un moment donné, je me suis penché un peu sur comment certains design patterns étaient implémentés dans Spring et ce qu'ils permettaient de faire. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus éclairant d'avoir ces cas d'application directement sous la main et qu'on utilise en fait au quotidien, parfois sans s'en rendre compte et parfois sans trop comprendre réellement ce qu'on utilise. Hop, je me présente rapidement. Donc, je suis Thibaut, je suis staff engineer dans la Digital Factory de BPI France. Et l'un des rôles que j'ai, c'est d'apporter aussi des formations aux développeurs qui arrivent dans la Digital Factory, d'essayer de les aider aussi à monter en compétences sur des sujets. Et en fait, typiquement, ce genre de sujet, c'est des design patterns et autres. C'est le genre de sujet qui peut permettre à un développeur de monter assez rapidement en compétences. Donc, en fait, l'idée du talk, c'est aussi de vous permettre d'avoir des billes. Si jamais dans vos équipes, vous avez aussi des développeurs ou des gens qui ont qui ont envie de monter en compétences, qui ont envie d'apprendre, ça peut être aussi des chemins que vous pouvez prendre pour les guider dans ce que sont les design patterns, de pouvoir leur montrer ces cas d'application. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, les design patterns, c'est quoi? C'est des solutions classiques à des problèmes récurrents. Donc ça, c'est super important. En fait, un design pattern, ça répond à un problème. Donc déjà, quand on a un design pattern, il faut aussi se demander derrière, c'est quoi le problème auquel il répond. Enfin, le design pattern, il n'a pas été créé comme ça pour le plaisir de faire du code joli. En fait, il y a un problème derrière. Et quand on comprend le problème, on comprend l'utilité du pattern qui s'en dégage. Et c'est beaucoup plus simple de le comprendre. Donc là, j'ai mis deux ressources. Donc, le premier, c'est le livre originel des design patterns dont on va parler ce soir. Et la deuxième, c'est le site sur lequel je me suis basé pour faire le talk. Donc là, on peut voir une liste de design patterns. On ne va pas tous les aborder ce soir, je vous rassure tout de suite. On va parler seulement de quelques-uns. Et on va commencer tout de suite par le singleton. Donc le singleton, c'est quoi? C'est un pattern qui garantit qu'une instance de classe n'existe qu'en un seul exemplaire et qui fournit un point d'accès global à cette instance. Donc en fait, si vous voulez, sur le site, c'est super bien fait. Si vous ne connaissez pas ce site, je vous le conseille vraiment. Pour chaque pattern, ça vous explique l'intention. Je vais le mettre en français parce que moi, je suis... Hop, ça vous explique l'intention, ça vous explique le problème auquel il veut résoudre et la solution, un peu la structure de comment ça se met en place, etc. Des exemples de pseudocode et ce genre de choses qui vous permettent un peu de comprendre la théorie derrière le design pattern. Et donc, on voit que ce que le singleton veut faire, c'est garantir l'unicité d'une instance pour une classe et fournir un point d'accès global à cette instance. Et par contre, on voit aussi dans le site qu'il y a un warning, on va dire. C'est que le fait de vouloir faire ces deux choses en même temps fait qu'on ne respecte pas le principe de responsabilité unique. Parce qu'en fait, on fait deux choses. On garantit l'unicité et en même temps, on fournit un point d'entrée à une classe. Je vais vous montrer, j'ai une petite application d'exemple. Donc, j'ai une API toute simple qui fournit une liste de livres. Et là, on voit que j'ai un système de login que j'ai appelé login singleton.
Et là, on voit l'implémentation telle qu'elle est décrite dans le site, dans le site dont je vous ai montré, où en fait, on voit qu'on fait deux choses. On a mis un constructeur privé et on a en même temps accès à une instance. Et en fait, le point d'accès à l'instance, elle est ici. La première fois qu'on y accède, on construit notre objet. Et à chaque fois qu'on va réaccéder à l'instance, on va retourner l'objet qu'on a déjà créé. C'est comme ça qu'on réussit à faire les deux choses. On réussit à fournir le point d'accès à l'instance ici, et on réussit à s'assurer que personne d'autre n'est capable de construire cette instance, parce que j'ai rendu mon constructeur privé. Donc je vais lancer l'application en mode debug. Toc, 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 pour vous montrer ce que ça fait. Donc là, j'ai un contrôleur pour les livres. J'ai un service pour les livres dans lequel j'ai aussi mon logging service qui est l'instance. Je vais mettre un point d'arrêt ici et un point d'arrêt ici. Pas dans le create. Tac, 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 dans le retrieve. Et si je lance, donc je suis en mode debug, si je lance hop, hop, hop. Donc là, on voit que mon login service, alors je ne sais pas si c'est très visible, mais je vais vous le dire, son adresse est 13218. Et quand je continue et que je vais dans mon service, son adresse c'est aussi 13218, c'est le même objet. C'est-à-dire que dans les deux cas, j'ai appelé l'instance d'un singleton, donc je récupère le singleton et je suis content. Et en fait, comment on peut faire à peu près la même chose avec Spring? Et ensuite, on verra les différences qu'il y a avec le pattern singleton tel que je viens de le décrire. Avec Spring, on peut, comme vous le savez, déclarer un bin avec un login service. Donc, le login service, c'est l'objet que j'ai créé ici. Toc, 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 qui implémente la même interface. Comme ça, c'est plus simple dans le code. Et en fait, en déclarant ce bin-là et en l'injectant, hop, je relance. On va se rendre compte qu'on normalement, on a la même chose. Normalement, là, il y a rien de, il doit rien avoir de très surprenant. Donc, en fait, quand je vais dans mon login service, cette fois-ci, je suis bien dans le login service qui a une adresse 13.209. Et là, hop, j'arrive dans mon book service et je reviens dans mon login service qui a la même adresse. Donc, en fait, en faisant ça, j'ai complètement caché l'implémentation du singleton. J'ai juste déclaré un bin et c'est Spring qui s'occupe du cycle de vie de ce bin-là et du coup qui fournit une seule instance dans mes services pour permettre en fait l'utilisation de ce bin. Donc en fait, on a l'impression qu'on vient de faire la même chose que le pattern singleton, mais en fait, pas tout à fait. Pas tout à fait, déjà pour une première raison, c'est que la garantie de l'unicité de l'objet, elle n'est pas faite par l'objet lui-même, elle est faite par Spring. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, dans le pattern singleton, on garantit l'unicité d'une instance pour l'objet, sauf qu'en fait, avec Spring, on peut avoir plusieurs instances d'un login. Par exemple, si je rajoute un bin ici, voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il va me dire là? Il va me dire qu'effectivement, il en a trouvé deux. Donc en fait, Spring ne va pas me garantir l'unicité d'une instance. En fait, dès que je vais déclarer des bins du même type d'objet, il va me créer autant d'instances que j'en ai déclaré. Il va juste me garantir que le bin, quand j'ai décidé d'utiliser ce bin à n'importe quel endroit où je veux l'utiliser, il va me fournir toujours le même.
Et là, par contre, il ne sait pas lequel des deux choisir. Parce qu'en fait, j'ai deux objets qui sont logging service et logging service. Et donc, typiquement, dans book controller, il ne sait pas lequel des deux choisir. Donc, en fait, il faut, et donc mon idée me le dit, exactement, il faut utiliser le qualifier. Soit ça, soit, a priori, ce que tu peux faire, c'est directement, si tu le nommes de la même façon que la méthode, il va comprendre. C'est ce qu'on va tenter de faire. Tac, 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 dans le contrôleur, je vais tenter de faire ça. Hop. Mais effectivement, en utilisant le qualifier ou ce genre de choses, ça revient exactement même. Donc là, et en relançant, on va voir que, contrairement à un pattern singleton standard tel qu'il est écrit by the book, ici, on va avoir, hop, dans mon contrôleur, j'ai l'adresse qui est en 13220, et dans le service, j'ai une adresse qui est en 17284. Bon, c'est pas la même. Ce qui prouve bien qu'en fait, Spring, il va gérer ces objets. Il va nous fournir, à chaque fois que je demande le logging service pour les services, il va me fournir toujours le même. À chaque fois que je demande le logging service pour les contrôleurs, il va me fournir toujours le même. Mais ça ne garantit pas l'unicité d'une instance de cet objet-là. Donc le logging service en soi n'est pas devenu un singleton grâce à Spring. C'est géré différemment. Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce qu'en fait, quand on regarde dans le design pattern, enfin, quand on déclare un bin, en fait, derrière, on peut déclarer un scope. Enfin, tac, tac, tac. Et en fait, on voit que la valeur par défaut du scope, je peux essayer de zoomer. Ouais, exactement, c'est singleton. C'est exactement ça, c'est singleton. Et en fait, c'est quelque chose, je pense, qui est super important aussi à comprendre, c'est qu'en fait, ils appellent ça singleton, mais c'est pas exactement la même chose que le pattern singleton. Ça fonctionne à peu près pareil. Globalement, avec la configuration minimale, on a l'impression que c'est ça, sauf que c'est pas exactement ça. Et en fait, ça peut pas être ça parce qu'en fait, Spring ne peut pas garantir l'unicité d'une instance sur laquelle il n'a pas forcément la main, que nous on a construit. Donc en fait, c'est Spring qui va gérer le cycle de vie du bin et travailler là-dessus, mais sans faire le réel singleton. Donc du coup, ça permet un peu de faire cette mécanique-là. Et l'idée du talk, et ce qu'on va faire vraiment petit à petit, c'est de faire cette mécanique-là entre les patterns, ce que Spring propose et à quel besoin ça répond. Donc là, j'ai déclaré des bins. Je suis content. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un scope singleton. Et en fait, quand je suis allé... toc, 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 donc je ferme ça. Hop. Je rezoome. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs scopes possibles. Donc, il y a des scopes qui sont dans le Spring Core, bin. Et il y a des scopes qui sont dans la partie web, notamment le scope request, par exemple. Request session, il y a application, il y a WebSocket, il y en a plusieurs, mais qui ne sont valides qu'à partir du moment où on utilise, là, par exemple, on utilise Spring Web. Et donc, je vais m'amuser ici dans mon design pattern application, à définir un scope request. Tac, que ce soit pour le bin, pour les deux. Donc, je relance. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire? Voilà, il va me planter une erreur. Alors, le scope request, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé me dire, en fait, je ne vais pas avoir un bin qui est unique pour toute la durée de vie de mon application, mais mon bin va être unique au sein d'une requête. Donc, je vais faire une requête, je vais avoir mon bin, ou qu'il soit utilisé pendant la requête, ce sera le même bin,
mais à la requête suivante, ça sera un bin différent qui sera réinstancié par Spring. Et donc, pourquoi il me plante une erreur? Donc, on va regarder le message d'erreur et on va arriver au deuxième design pattern qu'on connaît tous. Toc, toc, toc. Le proxy. En fait, ce qu'il me dit, c'est qu'en fait, ça manque, qu'il faut que j'ai finisse un scope proxy pour ce bin. Alors, pourquoi il me parle de proxy en ayant mis le scope request? Là, dans ces cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir à quoi sert le proxy. Toc, 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 toc. Procuration en français. Alors, ce que ça nous dit, c'est que le proxy, ça sert à utiliser un substitut pour un objet. Donc, en fait, c'est un objet qui va prendre la place de l'objet que j'ai réellement envie d'utiliser, qui va se comporter comme l'objet que j'ai envie d'utiliser, mais ce n'est pas vraiment cet objet-là. Il va faire d'autres choses. Il va juste servir vraiment un peu voilà, d'objet tampon. Il a la même, c'est la même, il a la même instance, c'est la même classe, etc. Mais il a les mêmes méthodes, il faut les mêmes choses. De l'extérieur, c'est le même objet, mais il propose des choses différentes. Donc là, pareil, hein, pareil que Singleton, ça propose pas mal de choses qui nous expliquent comment ça fonctionne. Et pourquoi dans le scope request, mon application plante en me disant qu'il me faut un proxy? Hop, alors j'ai perdu mon application. Ça c'est marrant. Okay. Bon. C'est mon ordinateur qui plante. Moi j'ai l'impression qu'il se passe des choses. Toc toc toc. Non, je peux pas en quitter. Ok, super. Il rame un peu. Bon, je vais voir. Donc pourquoi au scope request, il me demande de créer un proxy? Parce qu'en fait, ce que va faire Spring au démarrage, il va vouloir résoudre toutes les dépendances de tout le monde. Donc, dans mon contrôleur, il va vouloir injecter un bin logging service pour les contrôleurs. Dans mon service, il va vouloir injecter un bin logging service pour les services. Sauf qu'en fait, mes bins, ils sont scopés à la requête. Et quand je démarre mon application, je n'ai pas de requête. Et donc, du coup, ce que va faire Spring, et ce que veut faire Spring, c'est créer un proxy sur ces bins-là, les injecter, le proxy, et c'est ce proxy-là, quand je vais faire des requêtes, qui lui va s'occuper d'instancier un nouveau logging service à chaque fois. Et donc, du coup, si je déclare cette fois-ci, il y a un type de proxy. On en parlera un peu après. Donc là, mon application démarre, donc je suis content déjà. Et effectivement, toc, 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 quand je lance, qu'est-ce qui se passe au niveau du logging service si je rentre dedans? Je vais voir deux choses. Je vais voir quelque chose qui apparaît ici, qui n'était pas dans la stack trace d'avant, qui est un logging service Spring CGlib. Donc CGlib, c'est une librairie pour pouvoir créer les proxys. Et je vois mon vrai logging service qui est ici. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, donc là, je suis dans le logging service du contrôleur. Son adresse est 13249. Et ce logging service ici, son adresse, c'est 17162. Donc si je continue un peu, donc en fait, là, je vais aller dans le logging du service. Toc, toc, toc. J'ai ma requête qui s'est terminée. Si je recommence, l'adresse du proxy n'a pas changé, c'est toujours 13249, c'est vraiment
le proxy qui a été injecté par Spring. Par contre, mon adresse de mon logging service, c'est devenu 17463. Donc ça a changé. Et en fait, c'est vraiment mon proxy qui a une nouvelle requête sur demande, parce que je l'ai configuré comme ça, à instancier un nouveau logging service pour pouvoir faire ce que j'ai envie qu'il fasse, mais vraiment scoper à la requête. Et donc, en fait, on voit que là, Spring a utilisé vraiment le pattern proxy pour répondre à ce besoin-là, qui était de se dire, au démarrage, je n'ai pas accès à ce bin logging service, parce qu'en fait, il doit être scopé à la requête. Donc, je dois avoir accès à un objet qui ressemble à un logging service. Quand on regarde ici, si on fait ça, qu'on évalue cette expression, j'avais réussi à le faire une fois, mais en gros, le logging service, c'est vraiment une instance de logging service. Enfin, le proxy Spring, c'est vraiment une instance de logging service. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étendu mon logging service pour récupérer toutes les méthodes, etc., du logging service et se comporter comme tel. Les proxys, on les connaît surtout quand on rajoute des transactionnels. Donc, je vais en rajouter, même si ça ne sert pas grand-chose. Ici, je peux en rajouter un transactionnel. Je vais rajouter un transactionnel dans mon book service. Si je redémarre, toc, toc, toc. Pouf. Toc, ça, je m'en fous. On va aller plus vite. Je suis dans mon book service. Et en fait, mon book service, automatiquement, est également devenu un proxy. Pourquoi? Parce que là, en fait, Spring également s'est dit, en fait, ce qu'on veut, ce n'est pas le book service en tant que tel, c'est un bin qui implémente la partie transactionnelle avant de faire le retrieve, la récupération du livre. Et donc, on voit qu'en fait, le proxy ici, tout ce qui se passe entre mon proxy et ma vraie méthode, il y a toute une partie de transaction. Donc, du coup, c'est Spring, en créant le proxy, qui a créé, qui gère cette implémentation de la transaction. Vu de l'extérieur, j'ai toujours une instance de book service, sauf qu'en fait, c'est une classe qui étend book service et qui gère ça. Toc, toc, toc. On peut rajouter d'autres. Par exemple, je peux mettre un retry. Toc. Retry for response statut exception. Donc en fait, si maintenant je rajoute un retry, hop, 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 là on va voir exactement la même mécanique. Le proxy. Sauf que cette fois-ci, il fait à la fois tac, tac, tac. Non, là je suis dans les logs. Voilà. Il fait à la fois toute la partie retry, do if retry, et toute la partie transaction. Alors, le retriable, en gros, là, tu vois, ce qui se passe ici, c'est que si je ne trouve pas mon livre, j'envoie une exception. Et en fait, le retriable, ce qu'il va faire, c'est qu'il va réessayer sur cette exception-là, soit le nombre de fois voulu, c'est-à-dire que par défaut, je crois qu'il tourne 3 fois, soit s'il n'y a plus d'exception. Et donc, en fait, là, Spring voit qu'il y a 2 annotations. Il se dit, OK, il faut faire transactionnel retriable. Donc, je fais retriable transactionnel. Par contre, l'ordre dans lequel il est fait, dans ce cas-là, sera toujours le même parce qu'en fait, il se base, pour choisir l'ordre dans lequel il fait retry et le transactionnel, sur toc, toc, toc. Je vais dans enable retry. Je crois que c'est ici. Hop. Donne le source. Voilà. C'est écrit ici. Il se base sur l'ordre de précédence. Et en fait, là, c'est exactement ce qui est écrit dans la doc. Ils ont mis l'OS précédence -1, parce que transactionnel, il est à l'OS précédence. Et donc, du coup, l'idée, c'est de s'assurer que le retriable est toujours fait, c'est ce qui est écrit, avant d'autres, comme transactionnel. Donc, en fait, l'ordre dans lequel je mets mon retry et mon transactionnel ne va pas influer
sur l'ordre dans lequel le proxy va les implémenter. Il va toujours les implémenter dans le même ordre, il va faire d'abord le retry et ensuite le transactionnel. Et ça, c'est quelque chose qui est bon à savoir parce que parfois, on peut se dire, en fait, c'est naturel, je mets le retry, le transactionnel et ça va faire. En fait, non. Et par contre, ce que je ne sais pas, c'est notamment avec l'asynchrone qui est du même ordre de précédence que transactionnel. Je ne sais pas c'est quoi la règle. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de règle prédéfinie, donc peut-être à faire attention à ça. Quand on regarde le site, toujours le même, c'est un peu ma Bible. Je vais essayer de le... Où est-ce que je l'avais mis? Ok, donc en fait, c'est Firefox qui a dû planter tout à l'heure. Hop, si je retrouve sur ce site, quand on va rapidement dans les design patterns, quand on va dans proxy, il y a deux façons d'implémenter le proxy. Soit en étant une classe, c'est ce qu'on a vu là, soit on implémente une interface. C'est-à-dire qu'en fait, soit j'ai mon objet, j'ai une classe qui étend cet objet, donc qui forcément hérite de toutes ces méthodes, et donc du coup peut prendre la place de cet objet-là. Ou alors, mon objet implémente une interface, et mon proxy va implémenter la même interface, et donc du coup, va également, par ce contrat d'interface, pouvoir se comporter comme cet objet-là. Et en fait, dans Spring, on peut retrouver les deux comportements. Donc, hop, je vais tout fermer. Grâce à notamment ce petit paramètre. Tout le temps, juste. Le retrievable, il sert à rien. Alors, chose intéressante, Spring ne crée des proxys que quand il en a besoin. C'est-à-dire qu'en fait, il a créé le proxy que quand j'ai rajouté le transactionnel. Si j'avais pas le quand j'avais pas le transactionnel, il s'est pas amusé à faire des proxys parce que ça lui sert à rien. Il l'a vraiment fait au moment voulu. Donc là, j'ai changé un petit paramètre et normalement, ça va planter. J'espère. Ouais, j'aime bien quand ça plante. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, en fait, mon book service, il ne peut pas être injecté parce que c'est censé être un JDK dynamic proxy. Donc en fait, c'est le sens de la configuration que j'ai fait ici. Et en fait, le JDK dynamic proxy, lui, il fonctionne sur les interfaces. Et donc comme il fonctionne sur les interfaces, dans mon book controller, ici, j'essaye de lui injecter une instance, enfin une classe, pas une instance, mais une classe et pas une interface. Et du coup, il me dit, je ne peux pas le faire. Du coup, injecte-moi une interface. Et là, normalement, en injectant l'interface, ça démarre, on est content. Et en faisant l'appel, toc, il passe dans les logs, il passe dans le book service. Et en fait, on se rend compte que là, j'ai plus mon CGlib, mais j'ai un proxy JDK proxy. Donc en fait, là, Spring a utilisé un autre moteur de création de proxy, qui est JDK, et qui se base sur la création de proxy en implémentant les interfaces. Et donc, on peut se dire, OK, c'est super cool. C'est quoi l'impact de ça? En fait, j'en ai trouvé un qui est assez marrant. Enfin, vous allez me dire si c'est marrant. Moi, j'ai trouvé ça marrant. En fait, quand le proxy se base sur l'héritage de classe, l'implication, c'est que la classe ne peut pas être finale. Quand le proxy se base sur l'interface, la classe peut être finale, et notamment, la classe peut être un record. Et donc, typiquement, là, j'ai un book service record. Donc, en fait, je vais enlever la notation service de ce truc-là. Je vais mettre mon annotation service sur mon book service record. Toc, toc, toc. Là, qu'est-ce qu'il me dit?
Voilà. Donc là, il met une erreur parce qu'il n'aime pas trop. Qu'est-ce qu'il n'aime pas trop? Alors, il va mettre une autre erreur à un moment donné aussi. Non, il aime bien. Ah oui. Bah là, il ne met pas d'erreur. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Spring ne va pas mettre de proxy s'il n'en a pas besoin. Et là, je n'ai pas mis de transactionnel. Donc en fait, il ne va pas considérer que j'ai envie d'un proxy à un moment donné. Et donc il ne va pas gueuler. Enfin, c'est pas Spring, c'est IntelliJ plutôt. Donc là, si je mets transactionnel. Voilà, j'aime bien. En fait, là, il me fait un warning quand même qui me dit que ça peut être, qu'il peut y avoir une sous-classe qui va être créée et qui ne peut pas être finale. Mais je peux quand même démarrer, normalement, parce que j'implémente l'interface. Et toc, toc, toc. Toujours le log. Cette fois-ci, je suis bien dans mon record. Donc voilà. Donc en fait, grâce au fait que Spring peut faire des proxys via les interfaces, on peut s'amuser à créer des services avec des records. Je ne sais pas si c'est une bonne pratique. Je ne sais pas. Mais en fait, j'ai trouvé ça fun. En fait, le fait de creuser ça, ça permet de comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, les implications et tout ça. Après, est-ce qu'il faut le faire, ne pas le faire ça, c'est une autre question. Mais je trouvais ça rigolo. J'espère que vous aussi. Je vais avancer un peu. Sur les proxys, je voulais partir un peu de Spring pour faire un peu de proxy Hibernate, notamment sur la partie lazy initialization. Donc là, j'ai toujours mon book. Je retravaille le livre. Tac, 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 je regarde juste. Oups. Ici, j'ai fait un truc aussi qu'il ne faut pas faire. C'est que mon écrivain de mon livre, il a un attribut qui est public. Et donc, j'essaye de l'appeler directement l'attribut public. Et autant, avant, j'avais bien le nom de l'auteur, autant maintenant, normalement, je vais avoir nul à la place de l'auteur. Tac, on va aller plus vite. Voilà, j'ai nul. Et ça, pourquoi? Parce que, effectivement, mon book entity, quand je le regarde, il a un auteur, et l'auteur, il est en lazy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hibernate, à ce moment-là, il va se dire, je ne vais fetcher l'auteur qu'au moment où j'en ai besoin. Et en fait, comment il fait ça? Bah, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il se dit, j'ai besoin de quelque chose qui ressemble à un auteur, mais sans avoir forcément les informations de l'auteur, mais à un moment donné, potentiellement, j'ai envie de me comporter comme lui et potentiellement de récupérer la donnée. Je crée un proxy qui est mon proxy d'écrivain. Sauf qu'en faisant ça, du coup, il va créer ce proxy-là. Sauf qu'en fait, la récupération des données de l'auteur, elle va se faire lorsqu'on va appeler les méthodes, les getters, les setters, ce genre de choses, enfin les getters plutôt. Mais du coup, là, si j'appelle directement l'attribut name qui est public, en fait, ce qui se passe, c'est que je jump au-dessus du proxy, et du coup, mon nom est nul. Donc du coup, là, on voit aussi l'implication de l'utilisation des proxys dans les systèmes. Bon, cette fois-ci, c'est Hibernate. Donc c'est super important de comprendre la problématique que résout le proxy, et du coup, derrière, les implications pour savoir comment ça fonctionne et ce genre de choses. Tac, tac, tac. Tac, j'ai fait proxy. Ça. On va passer rapidement sur celui-là. Parce que je pense que tout le monde le connaît, mais il peut être intéressant. Là, mon API, c'est cool. J'ai mon contrôleur, j'ai je peux récupérer des livres, donc je peux appeler mes endpoints pour récupérer un livre. Sauf que avant, j'ai envie que
Spring fasse des choses, enfin, que mon application fasse des choses, par exemple, fasse du logging, fasse de la vérification qu'il y a bien la présence d'un header d'authentification, par exemple, ou ce genre de choses. Et donc, dans ces cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le pattern de chaîne de responsabilité. Donc, quand on regarde la chaîne de responsabilité, tac, 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 elle est ici. En fait, l'idée, c'est de se dire, j'ai envie que mon process passe par différentes briques et que chacune de ces briques-là ait une responsabilité particulière. L'idée, c'est vraiment de se dire, entre le moment où je fais l'appel et le moment où je récupère mon livre, je vais avoir du login qui est fait, vérification d'identité par exemple, ce genre de choses. Et en fait, tout ça, j'ai pas envie que ce soit fait au même endroit. J'ai envie que ce soit fait petit à petit dans une chaîne. Et en fait, c'est à ça que répond la chaîne de responsabilité. Et donc là, par exemple, avec Spring, toc, 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 ça se fait notamment via des filters, où moi j'en ai créé deux. Un qui va loguer. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que je rentre dans ma chaîne, je fais un log. Je ne partage pas ça. J'ai quitté le Meet. Je reviens. Tac, 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 tac. Tac, je reviens dans le code, c'est mieux. Donc j'ai un login filter où je rentre dans ma chaîne, je fais un log au moment où je reçois la réponse, j'enchaîne vers les autres objets de la chaîne et je log une fois que j'envoie la réponse. Et j'ai un autre objet que je vais activer. Pareil, hein, c'est pas forcément les meilleures pratiques de faire de la sécurité, hein, parce qu'il y a des choses qui sont faites pour. Mais c'est pour l'exemple. Donc là, ce qu'il fait, c'est il va récupérer mes headers de requête. Il va vérifier qu'il y en a un qui est présent particulièrement. S'il est nul, je renvoie unauthorized. Par contre, s'il n'est pas nul, ce que je fais, c'est que je continue la chaîne. Donc en fait, ma chaîne de responsabilité va continuer jusqu'à ce qu'elle ait fait tous les maillons. Et une fois qu'elle a fait tous les maillons, elle va arriver au contrôleur qui va pouvoir servir ma requête. Donc si je démarre ça, hop, sans mettre le header, je vais bien avoir une 401. Ça, on s'en fout. Hop, je ne suis pas à la 401 parce que j'ai mis le header. Voilà, j'ai la 401. J'ai ma 401 parce que effectivement, j'ai désactivé ce header, donc c'est ma chaîne de responsabilité qui a répondu. Et quand on regarde un peu les logs, qu'est-ce qui s'est passé? Toc, toc, toc. Bon, là, c'est quand ça a marché, j'ai eu mes deux logs. Et on voit que quand ça n'a pas marché, j'ai pas eu de log. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon header check filter s'est exécuté avant le logging filter. Donc on peut mettre des ordres dans les filtres pour décider lequel s'exécute avant l'autre. Si on a envie que le logging, à minima, me log le received request avant que j'ai une 401, ça peut se configurer. Donc ça, c'est pour la chaîne de responsabilité. Et je vais terminer par le dernier que je voulais vous montrer, qui est la stratégie. Donc le stratégie, ça sert à quoi? Ça sert, donc, on va aller là. L'idée, c'est de se dire, j'ai un truc que je veux pouvoir, qui peut prendre plusieurs formes. Et en fonction de la forme de ce truc-là, je veux appliquer une certaine action.
Et donc, en fait, le pattern stratégie va me permettre d'implémenter chacune des actions possibles de façon un peu standardisée et de choisir la bonne action par rapport à la nature de l'objet sur laquelle j'ai envie d'appliquer cette action. Donc, un exemple de où c'est utilisé, c'est dans le contrôleur. Tac, tac, tac. Dans le contrôleur, par exemple, dans le book controller, on voit que ici, quand je fais mon retrieve book, j'ai mon pass variable. Mon pass variable, en fait, comment Spring va savoir qu'est-ce qu'il faut mettre dans le pass variable? En fait, il va utiliser une classe qui s'appelle pass variable méthode argument resolver, qui va étendre une classe abstraite. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, OK, moi, je supporte les paramètres pass variable, par exemple. Et ce que je sais faire, c'est handle les valeurs. Tac, 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 c'est laquelle la bonne méthode? Je pense que c'est resolve. Je crois que c'est celle-là. Je ne suis pas sûr à 100%, mais je crois que c'est celle-là. Qui est la même, qui est commune à tout le monde. Ou en fait, ce qu'il va faire, c'est le pass variable. C'est cette classe-là qui va s'en occuper. C'est le pass variable méthode argument resolver. Si, pour le coup, j'ai envie de dire, en fait, je veux aussi avoir le header de la personne qui appelle. Donc là, j'ai envie de loguer for user. Tac. Je relance. Oui. Là, il va me loguer normalement aussi. Alors. Tac, donc ça a fonctionné. Il me log bien mon user et ce request header, comment il est allé choper l'information? Par un request header méthode argument resolver qui étant la même classe abstraite que le pass variable méthode argument resolver et qui va faire la même chose mais en disant moi je vais supporter que les paramètres de type request header. Et donc en fait Spring a pléthore d'extensions de cette classe abstract name value method argument resolver qui permet de se dire en fait quand je rentre dans mon contrôleur j'ai un certain nombre de paramètres qui sont annotés d'une certaine façon. Et ça me permet, pour chacun des paramètres, de choisir la bonne stratégie qui va qui va me retrouver la valeur de ce paramètre. Et ça permet de ne pas avoir une grosse classe qui se dit, en fait, tous les requests param, je vais donner cette valeur, tous les passes variables, je vais donner cette valeur, tous les headers, je vais donner cette valeur. Ça permet vraiment que chaque classe soit bien spécifique. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'en créer d'autres. Tac, tac, tac. Moi, je me suis créé une annotation current user. Et je me suis créé un current user argument resolver. Donc en fait, ça implémente, parce qu'il faut voir que cette classe abstraite, en fait, ce qu'elle fait derrière, c'est qu'elle implémente une interface. Donc ce current user argument resolver implémente l'interface qui permet de résoudre des arguments. Je lui ai dit, en fait, je vais supporter mon interface que j'ai, mon interface que j'ai, enfin mon annotation que j'ai créée. Et je vais résoudre en disant, en fait, ce que je veux, c'est, comme j'ai importé un user service qui est censé récupérer les informations de l'utilisateur par son ID, je lui dis, en fait, tu vas me prendre le header et tu vas me retrouver cet utilisateur-là. Et du coup, à partir de là, ce que je peux faire, c'est que dans mon contrôleur, hop, si je le retrouve,
Donc cette fois-ci, j'utilise ma nouvelle annotation et j'importe directement le user. Et si je relance, en fait, je vais avoir la même chose. Sauf que cette fois-ci, normalement, tout va fonctionner correctement. Voilà, il va bien me loguer ce que j'ai envie qu'il me logue. Et derrière, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher, là, on voit qu'il y a un log du user service ici, qui est allé me chercher le user. Et en fait, ça permet de potentiellement l'un des usages qu'il peut y avoir, que moi je voyais. Pareil, ça peut être très théorique, hein, on n'est pas obligé de le faire forcément. Hop, authentification service. En fait, ici, j'ai un service d'authentification qui va renvoyer true tout le temps parce que c'est plus simple pour moi, mais en fait, qui prend en paramètre un user. Et en fait, l'avantage d'avoir le current user ici et de récupérer la valeur avant de passer dans la méthode, c'est que ce user-là, non seulement je l'utilise ici, pour le métier, pour autre, mais je l'utilise aussi ici. Et ça peut m'éviter, après on peut mettre du cache ou ce genre de choses, mais ça peut m'éviter d'avoir à faire le fetch des informations de l'utilisateur dans un as access qui prendrait en paramètre un UID qui est l'UID de l'utilisateur que j'aurai ici, et de refaire un fetch des informations de l'utilisateur ici parce que j'en aurais besoin, et du coup d'avoir à fetcher plusieurs fois les informations. En fait, le current user permet, faire ce genre de choses peut permettre de faire la récupération des informations de l'utilisateur à un seul endroit avant d'arriver dans le contrôleur par cette stratégie, cette nouvelle stratégie qu'on aurait implémentée. Voilà. Je vois qu'il est déjà assez tard, donc je vais m'arrêter là. Toc, toc, toc. Je ne sais pas s'il y a des questions, des retours, des choses que vous voulez compléter par rapport à ce que vous avez vu. Et bien sinon, ouais, on peut s'arrêter.